Notre invité ce matin est Franck Papazian, coprésident du CCF, les organisations arméniennes de France. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous et de répondre à nos questions. Alors, après 6 semaines de lourds combats dans le Haut-Karabakh, l'Arménie, l'Azerbaïdjan et la Russie ont annoncé ce mardi avoir signé un accord pour mettre fin au conflit armé sur ce territoire. Selon le président russe Vladimir Poutine, les belligérants gardent les positions qu'ils occupent, qui consacrent quand même des gains de territoire importants à l'Azerbaïdjan. Quel est votre sentiment aujourd'hui suite à ce cessez-le-feu? Est-ce que c'est un cessez-le-feu qui est juste? Un goût amer parce que la guerre qui a été entamée le 27 septembre par l'Azerbaïdjan était une guerre illégale, puisqu'elle a violé le cessez-le-feu qui avait été instauré par les coprésidents du groupe de Minsk et qu'elle a violé à 3 autres reprises les cessez-le-feu durant les semaines qui ont suivi. L'Azerbaïdjan avait bien préparé effectivement cette offensive militaire puisqu'elle s'est armée, surarmée, consacré des milliards de dollars par an de budget à son armement. Elle a appelé au secours la Turquie assez rapidement après le début du conflit, qui elle-même, la Turquie, a mobilisé 2000 djihadistes, des islamistes, des djihadistes. Et donc, la dictature azerbaïdjanaise, la dictature de M. Erdogan, les djihadistes islamistes se sont réunis pour faire la guerre à l'Arménie démocratique. Et puis, au bout, effectivement, de 44 jours de combats acharnés, eh bien, ils ont remporté la guerre qui a été scellée par un cessez-le-feu injuste, totalement injuste. Et nous avons la conviction que la communauté internationale regrettera d'avoir joué ce jeu-là avec les Arméniens et se rendra compte effectivement que confier cette région du monde de manière injuste aux dictatures et au fascisme, aux islamistes, eh bien, c'est une grave erreur pour l'avenir. Chasser des Arméniens comme des chiens, nous l'avons fait, c'est ce qu'a dit le président azéri. Ce sont des déclarations vraiment de haine, de guerre. Il a dit exactement, j'avais dit qu'on chasserait les Arméniens de nos terres comme des chiens et nous l'avons fait. Ilham Aliyev, le président de la République d'Azerbaïdjan, cette dictature qui ne respecte ni la démocratie, ni la liberté de la presse, ni la liberté d'opinion, et qui a reçu en fait le blanc-seing de la communauté internationale pour occuper des territoires qui appartiennent aux Arméniens depuis des millénaires et qui ont été injustement attribués par Staline en 1921 à l'Azerbaïdjan, reconquis par l'Arménie à la suite d'une guerre qui lui a été imposée à la fin des années 80 et au début des années 90. Et là, en fait, l'alliance turco-azérie a bien préparé son coup depuis des années pour entamer cette guerre qui est une guerre, une sale guerre, puisque des armes interdites ont été utilisées comme des armes. Oui, ça c'est important de le dire, puisque c'est vrai que le phosphore blanc a été utilisé notamment sur des civils arméniens. Phosphore blanc, les armes à sous-munitions, des armes qui sont interdites ont été utilisées. Aujourd'hui, il y a des journalistes qui sont dans les hôpitaux d'Yerevan et qui constatent, notamment un journaliste du Point qui a fait un très beau reportage, qui a fait des images qui ont été diffusées, et avec des médecins français qui sont allés constater effectivement que des armes au phosphore blanc avaient été utilisées. Bien, l'Azerbaïdjan aura utilisé tous les moyens, effectivement, avec la Turquie et les djihadistes pour en finir avec, pour mettre la main sur le Haut-Karabakh. Alors, ils ne mettent pas la main sur le Haut-Karabakh intégralement. Ils mettent la main, comme vous l'avez dit en introduction, sur les territoires qu'ils ont réussi à occuper pendant cette guerre. Mais ça réduit considérablement la taille de la République du Haut-Karabakh. Mais surtout, il faut comprendre que du coup, les canons de l'Azerbaïdjan sont tout de suite au-dessus de la tête des Arméniens là-bas. Oui, on sait que Bakou a notamment revendiqué lundi la prise de la deuxième plus importante ville de l'enclave arménienne, Choucha, je crois, située à 15 km de Stepanakert. Comment ça se passe concrètement sur le terrain aujourd'hui? Du coup, ce territoire-là, les Arméniens ne pourront plus y mettre les pieds, c'est ça concrètement? Chouchi, oui. Concrètement, évidemment, il est déjà vidé de ses populations civiles
qui ont fui parce que les Azerbaïdjanais bombardaient les populations civiles pendant 44 jours, les immeubles, les maisons, les habitations, les hôpitaux, les écoles, les maternelles, rien ne nous a été épargné. Et c'est le fascisme aveugle de l'Azerbaïdjan qui a fini par convaincre les Arméniens qu'il fallait aller s'abriter en fait dans l'Arménie voisine pour échapper tout simplement au massacre et à la mort. Alors j'aimerais évoquer aujourd'hui aussi le rôle de la Russie, puisque la Russie a joué quand même un rôle important, d'ailleurs va jouer un rôle de médiateur encore ces prochains jours, ces prochaines semaines, ces prochains mois. Ils vont déployer notamment 1960 militaires, hein, c'est ce que j'ai lu, 90 blindés, plusieurs centaines de véhicules, des soldats de maintien le long de la ligne de contact, hein, ce qu'on appelle en fait l'ensemble du front arméno-azéri, hein, c'est ça. La Russie, on a l'impression, joue réellement un double jeu dans ce conflit. Qu'en est-il exactement? La Russie gère ses intérêts, évidemment n'est pas insensible au charme économique de l'Azerbaïdjan et donc souhaite garder l'Arménie dans sa zone d'influence. Donc essaye de jouer une politique équilibrée entre les uns et les autres. Je pense que la Russie de M. Poutine se trompe parce qu'en fait, avec ce jeu-là, la Turquie rentre en force dans cette région du monde. Et on a bien vu que l'Azerbaïdjan a appelé la Turquie à la rescousse. La Turquie est allée avec 150 experts militaires. Elle a fait venir 2000 djihadistes. Et puis la Turquie a limogé le ministre de la Défense de l'Azerbaïdjan, pro-russe, et a affirmé que d'autres ministres pro-russes allaient également être démis de leurs fonctions. Je pense que la Russie ne se rend pas compte à quel point elle permet à la Turquie de s'implanter dans cette zone-là. Je m'interroge sur les motivations de la Russie et sur la difficulté à constater qu'elle joue un jeu dangereux. Erdogan et Poutine dépecent l'Arménie et l'Europe est muette. C'est ce qu'a par ailleurs écrit Bernard-Henri Lévy sur son compte Twitter ces dernières heures. Véritablement, Erdogan et Poutine sont liés dans ce conflit et c'est ça. Vous avez l'impression en fait d'avoir été abandonné par l'Occident en règle générale et même par la communauté internationale. Vous savez, en fait, en 1915, on a eu le génocide arménien, on a été génocidé, de grandes voix se sont exprimées, mais personne n'est intervenu. On en dit c'était 1915, c'était compliqué. En 2020, 105 ans après, devant les caméras de télévision, avec toute la technologie digitale, en fait, on a vu les Arméniens être en énorme difficulté face au déséquilibre militaire que nous avons subi. Et en fait, de grandes voix se sont élevées, mais là encore, personne n'est intervenu. Il a fallu que la Russie attende la dernière extrémité pour éviter les massacres, pour qu'elle fasse une intervention en fait qui déséquilibre totalement la donne aujourd'hui en faveur de l'Azerbaïdjan et en faveur de la Turquie. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous demandez, par exemple, au gouvernement français? On sait qu'Emmanuel Macron, on l'a appris il y a quelques heures, hein, la France qui veut proposer de supprimer l'union douanière entre l'Union européenne et la Turquie. Est-ce que c'est une mesure qui va dans le bon sens? Est-ce que vous demandez plus, hein, j'imagine? Qu'est-ce que vous demandez concrètement aujourd'hui? Nous avons demandé en fait que la France soit le premier État à reconnaître l'indépendance du Haut-Karabakh et nous le demandons encore aujourd'hui. Parce que c'est une reconnaissance juste qui était une reconnaissance de protection également. Et je crois qu'elle s'impose de plus en plus que jamais. Aujourd'hui, nous demandons au président de la République française de reconnaître l'indépendance du Haut-Karabakh, mais aussi d'entraîner dans son sillage un certain nombre d'États. Oui, bien sûr, la suppression de l'union douanière en faveur de la Turquie est importante. Il faut cesser les négociations d'adhésion de la Turquie à l'Union européenne. C'est fini, la Turquie ne rentrera plus dans l'Union européenne. Et donc, tous les crédits de préadhésion qui ont été livrés à la Turquie, stop, ça suffit. Il faut demander l'exclusion de la Turquie de l'OTAN, puisque la Turquie n'est plus un partenaire loyal de l'OTAN depuis quelques années déjà. Et donc, effectivement, il faut prendre un certain nombre de mesures plutôt dures avec la Turquie aujourd'hui. L'interdiction des loups gris, il y a quelques jours, était une mesure importante
par le président de la République française et le ministre de l'Intérieur. Et donc, on a bien vu de quelle manière Ankara a protesté d'ailleurs. Ankara a affirmé que la Turquie donnerait une réponse appropriée à l'interdiction des loups gris. Mais pourquoi? Pourquoi la Turquie? Pourquoi Ankara? Pourquoi Erdogan se sent-il concerné du coup? Parce qu'en fait, Erdogan est un frère musulman et parce qu'en fait, les loups gris sont une organisation extrémiste, islamiste, à la solde aujourd'hui de Erdogan et de son gouvernement turc. Merci Franck Papazian pour toutes ces précisions et on suivra évidemment ce dossier avec attention sur Radio J. Merci, à bientôt. Merci.